Alors, bonjour à toutes et tous. Je ne suis pas technicien en la matière. Il y a une chose que je sais, et j'ai sous les yeux là, un article paru dans le journal Le Temps ce matin, qui est un vrai scoop. Pour une fois, un chargé d'affaires suisse dont le métier était d'organiser de l'évasion fiscale sur notre territoire parle et raconte. Ça corrobore tout ce que j'ai pu entendre. Les données qui sont récoltées par ceux qui organisent et vivent de l'évasion fiscale sont des données anonymisées. Ce sont des données qui sont, sauf techniques judiciaires très avancées, sont des données qui ne permettent pas de remonter à la fraude, voire au fraudeur lui-même. Donc des échanges automatiques d'informations qui portent sur les comptes tenus par les établissements bancaires à travers le monde, mais plus particulièrement sur ceux qu'on soupçonne d'éventuellement recueillir de l'argent non déclaré, ça aura la limite de celle de l'habileté des fraudeurs. Et comme jusqu'à maintenant, ce seront les fraudeurs maladroits, ce seront ceux qui sont finalement des petits fraudeurs qui seront attrapés par le filet de l'échange automatique d'informations. Voilà, les enjeux, me semble-t-il, les enjeux d'ordre législatif, donc de la loi, les enjeux d'ordre technique, quels sont les moyens de ceux qui luttent contre la fraude fiscale, qu'ils soient dans le monde judiciaire, au niveau policier ou au niveau des magistrats. Comment l'ensemble de ce système aura une réelle puissance face à la puissance devenue de plus en plus presque infinie aujourd'hui de ceux qui sont les fraudeurs, bénéficient de la fraude ou l'organisent. Bon, je pense que ce n'est pas seulement la question de l'échange automatique des données qui réglera le problème. J'ai un avis qui n'est pas un avis d'expert, mais qui est un avis plein de points d'interrogation sur l'efficacité de ces mesures d'échange automatique. Merci. Je me tourne maintenant vers Serge Collin pour lui demander tous ces masses d'informations, ces millions d'informations qui parviendraient à l'administration fiscale dans le cadre d'un échange automatique d'informations. Est-ce que finalement le fisc ne serait pas noyé sous ce flot? Est-ce qu'il arrive à traiter et à déceler la fraude avec un tel processus? Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente quand même comme président de l'Union des personnels des finances en Europe, agent des impôts et de la douane, 40 syndicats dans 20 pays européens et à peu près 350 000 agents. Vous voyez, donc je ne vais pas parler que de moi et que de la France, dans mes opinions. Alors cette question, elle est effectivement très vaste autour de cette avancée sur l'échange automatique d'informations. Que nous soyons passés à cette idée d'échange automatique, c'est déjà une très bonne chose. Ça fait des années que nous le souhaitions, peut-être dans la plupart des administrations fiscales européennes. Mais effectivement, la question, elle est celle-là. Est-ce qu'aujourd'hui, avec des systèmes informatiques qui se sont largement améliorés, modernisés, l'administration française, dans ce domaine-là, sûrement fait, je dirais, référence, quelque part, au sein de l'Union européenne, avec l'administration allemande notamment, ou les administrations scandinaves. Il n'en est pas du tout de la même manière en Grèce. Je viens de passer 3 jours là, en Grèce avec une collègue grecque. Croyez-moi, l'échange informatique automatique, ils en sont loin. Parce que là, le système informatique grec est à l'ère primaire par rapport à ce que nous connaissons nous. Donc imaginons déjà la difficulté à échanger entre nous dans le cadre de coopération internationale. C'est vraiment une vraie question. Il n'en demeure pas moins que si nous rentrons dans un système d'échange automatique, le flux énorme d'informations qui pourraient nous parvenir sont effectivement intéressantes à traiter. Il y a une vraie question que vient de poser à l'instant M. Payon, c'est effectivement, est-ce qu'on a déjà les moyens d'avoir des fichiers informatiques où, nominativement, nous trouvons le nom des fraudeurs? Pas si simple que ça. Une bonne base d'informations peuvent être déjà frappées d'anonymat, puisque le secret bancaire fait qu'éventuellement, les informations que nous sollicitons de la part de nos collègues dans les administrations fiscales étrangères méritent des décryptages, mérite parfois une deuxième phase de sollicitation d'informations, parce que derrière une information concernant une entreprise, une société, une fiducie, un trust, quand on réussit à les avoir, il y a de toute façon à chercher le bénéficiaire. Donc moi je dis désarmer les intermédiaires, c'est désarmer les acteurs d'abord de la délinquance financière et fiscale, parce que de toute manière, derrière ces dispositifs, il y a toujours un fraudeur qui est un particulier, de toute manière. Même si c'est au travers de ces actions des intermédiaires que sont les banques, les compagnies d'assurance, les fiducies, les trusts, il y a derrière la nécessité pour nous
d'aller chercher le fraudeur, l'acteur de la fraude au départ. C'est bien lui qui a sollicité les intérêts particuliers de ces intermédiaires dans le fonctionnement de la dissimulation de revenus, notamment, et donc forcément pour échapper à l'impôt. Donc ce flux aujourd'hui, il est énorme. Et surtout si dans la dimension internationale, strictement, je dirais, pour le coup européenne, nous arrivions à avoir une modernisation de toutes les administrations fiscales par le biais de l'informatique, nous aurions effectivement ce flot considérable. Il ne s'agit pas d'avoir simplement des informations. Il s'agit derrière l'ordinateur qui sera bourré de ces informations, d'avoir des agents du fisc qualifiés, formés, disponibles, suffisants pour pouvoir organiser l'analyse de tout ça. Parce qu'il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour dire voilà, là, ça y est, on a trouvé le fraudeur. C'est pas comme ça que ça marche. Et loin de là. Et donc il y a quelque chose aujourd'hui qui me préoccupe, c'est de savoir dans ce flot et ce flux, éventuellement demain, d'informations, qu'est-ce que nous traitons en priorité? Quel temps nous y mettons? Quel temps nous y mettons? Parce qu'il y a quelque chose qui me semble très important. Et là, je parle en tant que professionnel de la chose quand même, c'est qu'il y a une nécessité aujourd'hui absolue de deux choses. Trouver le moyen de la réactivité des administrations fiscales pour lutter contre la fraude qui s'organise de façon ultra rapide depuis des années, du fait de ces moyens techniques qui sont nouveaux. Et j'en veux pour preuve ce qu'a été le temps pour nous de démontrer les fameuses fraudes carrousel TVA qui se sont organisées dans un instant très rapide. En 3 mois, 6 mois, les entreprises se créaient, escroquaient les gouvernements et les budgets de leurs États, se faisaient rembourser la TVA et disparaissaient dans la nature. Vous imaginez bien que dans ce temps-là, quand bien même nous aurions des informations informatiques de cette nature, il faut le temps de la traiter, il faut une réactivité. Et pour ça, il faut des personnes qui soient là, derrière l'écran, avec la technicité, la formation et la capacité de coopération internationale immédiate, spontanée, avec nos collègues des autres pays, lorsque nous échangeons dans ces types de fraudes. Et puis, très simplement, il y a un souci aussi de pouvoir le faire, cette opération de contrôle, la faire dans le cadre de prescriptions plus longues. Depuis des années, toutes les administrations fiscales en Europe ont vu, du fait des décisions des gouvernements, réduire les délais de prescription de notre action. Je suis désolé. À un moment, il nous faut cerner des fraudeurs que nous retrouvons de façon éphémère à certains moments. Nous les retrouvons 3 ans après, dans le cadre éventuellement d'autres fraudes ailleurs, mais entre-temps, la prescription est tombée. Voilà ce que je voulais dire au départ par rapport à cette difficulté à gérer une nouveauté qui pourtant va dans le bon sens. Merci beaucoup. Alors Antoine Peillon veut peut-être réagir, dire un mot. Un petit point de détail qui appuie. La confession du banquier là de ce matin, il dit, écoutez, ça vaut vraiment le coup. Il n'y a pas de preuve de ce que nous avons fait dans ces années-là, c'est les années 2005-2010, car tout était arrangé pour effacer les traces et les instructions n'étaient jamais données par écrit. Voilà, déjà il y a cette problématique. J'ai là un témoignage inédit encore d'un très haut banquier de Genève qui nous a expliqué comment tout le secteur offshore non déclaré d'UBS fonctionnait avec des boîtes en bois et des fiches en carton. Non mais, donc l'informatique, très bien, l'échange automatique de données, très bien, pour des fortunes fabuleuses. 50 personnes sur un plateau ouvert, 4e étage du bâtiment principal d'UBS à Genève, et qui toute la journée, le matin, sortent les boîtes Cardex du coffre, gèrent d'un côté, dans une première boîte, le nom du fraudeur et son pseudonyme, et dans l'autre boîte, le pseudonyme et le numéro de compte. Alors voilà, c'est quand même les limites du système informatique, quel qu'il soit, même dans des pays très très développés. Les fraudeurs et ceux qui organisent la fraude, et là encore on est dans des systèmes qui ne sont pas très complexes, il y a bien plus complexe que ça, échappent à tous les regards, sauf de certaines polices, mais je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. Alors, justement, c'est une excellente transition, Chantal Cutajar. La question qui est soulevée là, c'est l'échange automatique, c'est bien, mais est-ce qu'on a le moyen de savoir qui se cache derrière les comptes ? Alors, absolument, je crois, oui, voilà. Absolument. Si on veut échanger des informations, encore faut-il pouvoir les collecter, ces informations. Or, et là, on se heurte évidemment à la problématique des sociétés écrans, des trusts, de ces entités qui sont abritées dans des États qui autorisent les actionnaires désignés, qui autorisent la technique des administrateurs désignés, qui ne sont rien d'autre que des prête-noms. Or, il faut savoir une chose, c'est que la question de l'identification des bénéficiaires réels des sociétés et des constructions juridiques, trusts et toutes
toutes les constructions assimilées, c'est le véritable serpent de mer de la lutte contre la criminalité financière. Alors c'est vrai pour le blanchiment des profits de la criminalité organisée, on le sait depuis longtemps, mais c'est également vrai pour l'évasion fiscale, pour la fraude fiscale, pour la planification fiscale agressive. Et au cœur de la criminalité financière et de la fraude fiscale, c'est bien la possibilité de réaliser des montages qui permettent d'opacifier les flux financiers et donc l'impossibilité d'identifier le bénéficiaire réel. Et donc, à ce propos, je voudrais dire 3 choses. La première, c'est que le phénomène n'est pas nouveau. Il a été identifié par le GAFI dès le début, au moment où il a publié ses 40 premières recommandations, je parle de 1990. Le fait de mettre à disposition des contribuables des entités opaques dans un but d'évasion fiscale a même été érigé, quand même, il faut le rappeler, en un critère d'identification des paradis fiscaux par l'OCDE. Mais on n'en a pas tenu compte lorsqu'on a élaboré ces fameuses listes. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les avancées, je crois, sont quand même réelles à l'échelle internationale et à l'échelle européenne, même si on peut regretter qu'elles n'aillent pas assez loin. Elles sont réelles, pourquoi ? D'abord parce que les nouvelles recommandations du GAFI, qui sont complétées par une note interprétative extrêmement précise, concernant les modalités à mettre en œuvre par les États membres pour identifier les bénéficiaires réels, fournissent un véritable outil aux États membres pour aller chercher le bénéficiaire réel derrière le prête-nom. Ensuite, le Parlement européen est mobilisé. Le Parlement européen est mobilisé, la Commission européenne également. Et il y a une proposition d'intégrer une disposition. La Commission, en 2011, fait une proposition d'intégrer une disposition dans un outil, dans un instrument juridique du droit des sociétés. Et ça, c'est extrêmement novateur, parce qu'on voit bien que c'est une conception même du droit des sociétés qui est en cause. Alors évidemment, on peut regretter qu'en définitive, la solution qui a été retenue a été celle d'intégrer des dispositions dans le cadre de la 4e directive blanchiment. Donc on a restreint, si vous voulez, la problématique à la lutte contre le blanchiment, dont on sait que la lutte contre le blanchiment concerne la criminalité organisée, même si on a dernièrement proposé d'intégrer la fraude fiscale, mais je dirai tout à l'heure pourquoi ça ne changera rien. L'amélioration de la transparence. Alors, qu'est-ce qu'elle prévoit, cette directive ? Tout d'abord, l'obligation pour les personnes morales de détenir des informations sur leurs propres bénéficiaires effectifs. Et ensuite, elle prévoit l'obligation de mettre à disposition ces informations à l'ensemble des entités qui sont soumises aux obligations de lutte contre le blanchiment. Ensuite, les fiduciaires seront également obligés de déclarer leur statut lorsqu'ils deviendront clients d'une entité soumise à obligation, et ils devront également tenir ces informations à la disposition des autorités compétentes. Donc tout ça va dans le bon sens. Troisième chose, c'est qu'effectivement, on vise aujourd'hui la fraude fiscale dans la directive anti-blanchiment. Mais encore faut-il que les États membres prévoient que la fraude fiscale est punie d'une peine d'emprisonnement d'une durée dont le maximum est au moins égal à 1 an ou dont le minimum est au moins égal à 6 mois. Or, la fraude fiscale, nous le savons tous, n'est pas sanctionnée de manière uniforme au sein des États membres de l'Union européenne. Alors, la situation, et c'est pour ça que je disais que ça ne change rien, de 2 choses l'une. Soit le pays sanctionne la fraude fiscale d'une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an, et le blanchiment de fraude fiscale est de toute façon visé, mais il l'était déjà sous l'empire de la 3e directive.
soit ce n'est pas le cas et la fraude fiscale qui n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement dont le montant d'une durée de 1 an sera exclue purement et simplement du champ d'application de la directive blanchiment. Et pour bien fixer les idées, je vais vous donner un exemple très concret. En France, et je parle sous le contrôle évidemment de monsieur, l'article 1741 du Code général des impôts sanctionne pénalement la fraude fiscale au premier euro, avec une tolérance lorsque la dissimulation n'excède pas le 10e de la somme imposable, ou ce chiffre, qui n'a pas été réactualisé depuis longtemps, de 153 €. Et encore, c'est à condition que l'omission de déclaration même d'une somme inférieure à 153 € n'ait pas été faite volontairement. Donc même si volontairement vous occultez une somme inférieure à 153 €, vous êtes coupable de fraude fiscale. En droit luxembourgeois, comment ça se passe en droit luxembourgeois ? Le droit luxembourgeois n'incrimine que l'escroquerie fiscale. Il faut que cette escroquerie porte sur un montant significatif d'impôts, nous dit le texte, et qu'elle ait été commise par l'emploi systématique de manœuvres frauduleuses, tendant à dissimuler des faits pertinents à l'autorité ou à la persuader de faits inexacts. Seule cette infraction-là est sanctionnée de peine d'emprisonnement. Donc, la conclusion, elle est simple. Le champ des obligations de déclaration et des obligations de vigilance concernant le blanchiment de fraude fiscale est beaucoup plus étendu, où ça ? En France qu'au Luxembourg. En outre, on peut nourrir un certain nombre de doutes sur l'efficacité du dispositif qui est préconisé dans la directive. Pourquoi ? Eh bien, parce que figurez-vous qu'avec cette 4e directive, il y a une avancée extraordinaire, c'est l'uniformisation des sanctions. Donc, il y a des sanctions qui sont prévues et qui sont uniformisées pour l'ensemble des États membres. Sauf que, curieusement, la méconnaissance de l'obligation concernant l'identification des bénéficiaires réels ne rentre pas dans le périmètre des sanctions uniformisées. Ça veut dire que chacun des États sera libre de prévoir ou de ne pas prévoir, évidemment, les sanctions qu'il aura envie de déclarer. Et j'en arrive à la 3e chose que je voulais dire, puisque ce colloque est de réfléchir au rôle de la France dans la lutte pour la transparence. Je crois que je peux peut-être quand même dire 2 mots de l'initiative franco-allemande du 24 avril, parce que je pense que la solution, elle est politique. Donc vous savez que, je ne sais pas, je suis désolée, je suis arrivée un peu en retard, donc je ne sais pas si ça a été dit, les ministres des Finances français et allemands ont adressé une lettre à la Commission pour lui demander d'adopter une approche européenne ambitieuse dans la lutte contre le blanchiment et la criminalité financière. Et dans leur lettre, les ministres proposent que l'Union européenne prenne la tête de la lutte contre la criminalité financière dans le monde, et donc qu'ils développent une politique de lutte contre les juridictions non coopératives au niveau européen, ce qui évidemment réduirait les obstacles qui existent aujourd'hui contre la fraude fiscale et le blanchiment. Et donc, la lettre qu'on trouve sur le site des 2 ministères est très intéressante parce qu'elle préconise d'identifier avec les États membres les juridictions non coopératives. Donc, en Europe, on demande d'identifier les juridictions non coopératives, mais surtout aussi de limiter la capacité des établissements financiers européens à opérer avec ou dans ces territoires. Donc il s'agit de neutraliser purement et simplement les sociétés écrans. Si cette volonté politique exprimée dans cette lettre est portée à son terme, eh bien peut-être que nous arriverons à identifier, donc à récolter l'information et après à échanger l'information. Mais tant qu'on n'arrivera pas à récolter l'information, moi je ne crains pas que les administrations soient, submergées par un flot d'informations, surtout si on n'arrive pas à identifier les bénéficiaires réels. On dit souvent que la France a des outils qui sont plutôt mieux faits que d'autres, notamment un registre pour les fiducies. Donc quand on crée une fiducie qui est l'équivalent d'un trust,
On est censé en connaître le constituant, le trustee, le bénéficiaire. D'autre part, on a un registre des sociétés qui est assez complet, un fichier des comptes bancaires qu'on essaye de promouvoir à l'échelle internationale. Est-ce que ça suffit ou est-ce que la France peut mieux faire? Parce que, notamment sur les trusts, on sait quand un trust est ouvert en France, mais quid d'un gestionnaire de trust français, d'un trust étranger, par exemple? Absolument. Je crois qu'il y a un vrai problème. En tout cas, les autorités de police et de justice se heurtent à l'identification en matière de trust. Donc on a déjà effectivement une collecte d'informations importante qui reste à parfaire. On a également la collecte des informations financières grâce au FICOBA. Donc il y a une initiative d'ailleurs européenne qui est au niveau des experts, elle n'est pas encore au niveau politique, parce que vous vous doutez bien qu'il y a une très forte résistance de la part des Britanniques et des Luxembourgeois. Sur le registre des trusts, il me semble qu'il y a effectivement sur l'identification des trusts étrangers des progrès notables à faire.